Attention, ces histoires peuvent être choquantes et sont réservées à un public averti. Un patient suspecté d'être séropositif, en plein épisode psychotique aigu, a réussi à arracher son cathéter intraveineux. Je ne sais toujours pas comment il a fait, mais ce qui s'est passé ensuite a été d'une violence fulgurante. Il s'est mis à utiliser le cathéter comme une arme improvisée et a poignardé au moins 4 personnes avec. La panique qui a suivi est indescriptible. Tout le service a été plongé dans un chaos total. Cris, sang, alarmes. Personne ne savait vraiment qui avait été touché ou dans quel état, juste que c'était arrivé trop vite pour que qui que ce soit puisse réagir à temps. On a tous dû subir une batterie de tests immédiatement après, VIH, hépatite, tout, et commencer un traitement prophylactique antirétroviral. Un mois complet sous médication préventive. Un mois à vivre avec la peur viscérale que quelque chose ait pu passer malgré tout. Mais au-delà du traitement, c'est le traumatisme psychologique qui a laissé la trace la plus profonde. Cette sensation d'être à la merci d'un danger qu'on n'a jamais appris à affronter dans les manuels. J'ai connu des urgences, des arrêts cardiaques, des agressions verbales, mais jamais cette peur-là. Une peur crue, animale. Celle d'être contaminé par une maladie incurable à cause d'un instant de folie incontrôlée. Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. Même après que les tests sont revenus négatifs, même après la fin du traitement, il restait cette angoisse résiduelle, ce moment imprimé dans la mémoire, qui revient sans prévenir. Ce jour-là, on a tous compris que, dans ce métier, le danger ne vient pas toujours d'un scalpel ou d'une erreur médicale. Parfois, il vient d'un regard vide et d'un geste imprévisible. L'un des souvenirs les plus déchirants de ma carrière, c'est celui de ce garçon de 9 ans, que j'ai vu arriver un soir en salle d'urgence. Il venait d'être victime d'un viol traumatisme thoracique, causé par un accident dont je n'ai jamais su tous les détails, mais dont les conséquences parlaient d'elles-mêmes. Quand il est arrivé, il saignait, respirait avec difficulté, son petit corps était couvert d'ecchymose, et pourtant, il était encore conscient. Il parlait, avec une voix tremblante, mais claire. Ce mélange de lucidité et de fragilité m'a bouleversé dès la première seconde. Autour de lui, une agitation organisée régnait. Le personnel se déplaçait rapidement, chacun concentré sur sa tâche. Les machines bipaient, les voix se faisaient fermes. Et au milieu de tout cela, il y avait ce gamin aux grands yeux noirs, ouverts en grand par la peur. On aurait dit qu'il avait compris, d'instinct, à quel point la situation était grave. Puis, sans prévenir, il s'est mis à hurler. Il s'est débattu, a arraché son masque à oxygène, ses bras fouettaient l'air, il appelait à l'aide. Il criait, de toutes ses forces, « Laissez-moi pas mourir, je veux pas mourir ». Il ne pleurait pas, il suppliait, c'était encore plus dur à entendre. Toute la salle s'est figée une seconde. Même les plus expérimentés ont eu un frisson. Il n'y a rien de plus viol que la peur brute dans la voix d'un enfant. On a dû le calmer en urgence, poser une sédation légère pour pouvoir poursuivre les soins sans le faire souffrir davantage ni aggraver son état. Ensuite, direction le bloc opératoire. Il fallait agir vite. L'équipe chirurgicale était prête à l'accueillir, et nous avons suivi le brancard jusqu'aux portes du bloc, silencieusement. Chacun faisait semblant de ne pas penser au pire. Il a survécu. L'opération a été longue, complexe, mais elle a réussi. Il est resté hospitalisé plusieurs semaines. J'ai continué à le voir pendant sa convalescence. Il retrouvait peu à peu des forces, souriait timidement, parlait moins, comme si quelque chose s'était cassé en lui ce soir-là. Et peut-être aussi en nous. C'était il y a 5 ans. Depuis, j'ai vu passer des centaines de patients. Certains avec des blessures plus graves, d'autres dans des situations tout aussi critiques. Mais ce regard, cette panique, cette voix qui criait qu'il ne voulait pas mourir, ça ne m'a jamais quitté. C'est devenu une sorte de repère dans ma mémoire, un rappel brutal de ce que signifie vraiment la peur, la vie suspendue à un fil, et notre responsabilité dans tout ça.
Lors de ma rotation en chirurgie traumatologique pendant mes études de médecine, nous avons pris en charge un garçon de 16 ans, victime d'une blessure par balle à l'abdomen. Il était conscient, allongé sur la table d'examen, le visage pâle, le souffle court. Avant qu'on ne l'intube pour une laparotomie exploratrice, il a simplement dit, d'une voix faible mais posée, « J'ai mal au ventre ». C'est tout ce qu'il a eu le temps de dire. Une phrase banale, presque anodine. Pas un cri, pas de panique, juste cette plainte sincère et désarmante. Il n'avait aucune idée de la gravité de sa blessure. Comment aurait-il pu? Il était jeune, sans doute en état de choc, incapable de mesurer ce qui se jouait. Quand on a ouvert, en salle d'opération, on a découvert que la balle avait sectionné une partie de l'aorte. Une déchirure massive. L'équipe s'est battue, corps et âme. Tout a été tenté, chaque geste était rapide, précis, déterminé. Mais malgré tout, on n'a pas pu le sauver. Il est mort sur la table. C'est resté gravé en moi. Pas tant pour la violence de la blessure, que pour l'innocence de ses derniers mots. J'ai mal au ventre. Une phrase d'enfant qui se plaint d'un bobo, pas d'un jeune homme qui est en train de mourir. C'était un moment suspendu, hors du temps, où la fragilité de la vie m'est apparue dans toute sa brutalité. Et cette voix-là, celle de ce garçon, je ne l'oublierai jamais. Un de mes oncles avait un cancer du pancréas au stade 4. C'était un homme solide, fier, de ceux qui n'aiment pas se plaindre et encore moins aller à l'hôpital. Même lorsque la douleur devenait insupportable, il refusait de consulter. Il a tenu bon, seul, jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Quand il a finalement vu un médecin, le diagnostic était sans appel, il ne lui restait que quelques semaines. Le cancer du pancréas est cruel, rapide et atrocement douloureux. Il a choisi de partir autrement. Au Canada, l'aide médicale à mourir est légale, et il a décidé que ce serait son choix, à lui. Pas question d'attendre que la douleur le ronge complètement. Tout a été mis en place, les documents signés, les procédures suivies. Le jour venu, toute la famille s'est rassemblée autour de lui, dans la petite chambre silencieuse. Il était déjà sous sédation profonde, très calme, presque paisible. Le protocole exige qu'il soit lui-même l'auteur du geste final. Sa femme lui a doucement guidé la main jusqu'à la seringue reliée à sa perfusion. Ensemble, ils ont appuyé. Son souffle est devenu lent, très lent. Ses paupières se sont fermées. Tout s'est mis à ralentir, comme si le temps lui-même avait décidé de s'incliner. Après quelques minutes, tout le monde pensait qu'il était parti. Des larmes coulaient. Certains murmuraient des adieux, d'autres restaient en silence, les épaules secouées par l'émotion. 10 minutes ont passé. Des gens commençaient à sortir de la pièce quand, tout à coup, dans un souffle étonnamment clair et fort, il a dit « Russell, attends-moi ». Puis plus rien. Son cœur s'est arrêté peu après. Personne ne savait qui était Russell. Ce nom a flotté dans l'air comme un mystère qu'on n'a jamais su expliquer. On en a reparlé souvent, en famille. C'était devenu une sorte d'énigme douce, étrange et touchante. Des années plus tard, sa femme est décédée à son tour. En triant ses affaires, ses enfants ont trouvé une vieille photo, jaunie par le temps. Mon oncle y avait à peine 5 ans. Il jouait dans un bac à sable avec un petit chien à ses côtés. Au dos de l'image, on pouvait lire, inscrit à l'encre presque effacée, Russell, 1944. Depuis ce jour-là, l'idée que les animaux qu'on a aimés nous attendent quelque part, qu'ils viennent nous chercher quand c'est le moment, m'apporte une paix difficile à expliquer. Peut-être que c'est juste notre esprit qui essaie de donner un sens à ce qui nous dépasse. Peut-être pas. Mais j'aime croire que Russell l'attendait vraiment. Je faisais encore mes études de médecine quand c'est arrivé. À l'époque, j'étais en stage dans un hôpital d'une grande ville tristement connue comme un point névralgique du trafic humain. Ce jour-là, je traînais près du service des urgences, observant et apprenant comme on le fait en tant qu'étudiant, quand mon regard s'est arrêté sur une jeune femme qui venait d'être admise.
Elle avait une blessure marquée au visage, un œil tuméfié, la lèvre fendue. Rien qui sortait de l'ordinaire dans un service comme celui-là, malheureusement. Mais ce n'est pas sa blessure qui m'a interpellé. C'était la manière dont elle se tenait, figée, le regard fuyant, le corps crispé. À côté d'elle, un homme qui semblait trop sûr de lui, trop à l'aise, et qui ne ressemblait en rien à un frère, un père ou un ami. Il répondait à sa place, ne la lâchez pas du regard. Un détail de plus, puis un autre. Rien de concret, mais quelque chose sonnait faux. Je n'étais pas en charge de son cas, mais l'alarme dans ma tête ne s'est pas éteinte. J'ai parlé de mon ressenti au médecin qui la prenait en charge. Je lui ai simplement dit que quelque chose ne collait pas. Il a pris ça au sérieux. Il a trouvé un prétexte pour faire sortir l'homme de la pièce, et a réussi à parler à la patiente seule, en toute sécurité. C'est là que la vérité est sortie. Elle était victime de traite. Ce type l'accompagnait pour la surveiller, pour s'assurer qu'elle ne dise rien. Mais ce moment d'isolement, cette opportunité discrète de lui tendre la main, a suffi. Ils ont pu la sortir de là, enclencher les protocoles, lui offrir un début de protection, un semblant de sécurité. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne connais même pas son nom. Mais je n'ai jamais oublié son regard. Cette tension dans ses gestes. Cette façon de s'effacer dans l'espace. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'écouter son instinct, même quand on pense n'être qu'un étudiant, peut faire toute la différence. Docteur, j'ai tellement hâte d'avoir ce bébé. On va enfin avoir notre petite fille. On pourra arrêter d'essayer après ça. Je me souviens parfaitement de cette phrase. C'était lors de ma dernière année de rotation à l'hôpital, un soir de garde qui s'était déroulé sans accroc. Mon service touchait à sa fin, j'étais littéralement sur le point de partir quand mon encadrante m'a demandé de passer rapidement dans l'une des salles d'échographie obstétricale. Je me suis dit que je pouvais bien voir une dernière patiente avant de rentrer, d'autant plus qu'on avait passé une bonne journée. Je voulais la terminer sur une note positive. La patiente était dans son 8e mois de grossesse. Elle rayonnait, parlait avec joie de sa future petite fille, du bonheur qu'elle et son compagnon ressentaient à l'idée de compléter leur famille. L'échographe était déjà en route quand l'Obgyn m'a désigné l'écran. « Tu vois le battement de cœur ?» m'a-t-elle demandé. J'ai d'abord cru que c'était un exercice, une simple question de routine pour me tester. Mais malgré tous mes efforts, je ne voyais rien. Je me suis excusé, pensant que je faisais une erreur, que je n'avais pas encore assez d'expérience. Mais non. Il n'y avait pas d'erreur. Ce n'était pas un exercice. Elle m'avait appelé pour confirmer l'absence de battement cardiaque. Il faut 2 médecins pour valider le décès in utero à ce stade. Et ce soir-là, j'étais l'un des 2. Je n'ai jamais voulu me tromper aussi fort de toute ma vie. Quand j'ai été laissé seul avec la patiente, elle était encore en train de parler de ses autres enfants. Elle tentait de garder le cap, de se convaincre que ça irait, qu'elle devait rester forte. Mais son regard disait tout. Il y avait ce silence, cette manière de serrer les lèvres, de fixer un point imaginaire devant elle pour ne pas s'effondrer. Puis elle a lâché, tout bas, je le savais, que ce serait mon dernier bébé. Et elle s'est levée. Elle est sortie, droite, digne, comme si tenir debout était la seule chose qu'elle pouvait encore faire pour ne pas s'écrouler. Le lendemain, j'étais de garde à nouveau. C'est moi qui l'ai accompagnée avant l'intervention, pendant l'accouchement, et après. On ne sait presque pas parler. Mais j'ai vu dans ses gestes, dans sa façon de respirer, toute la douleur qu'aucun mot ne pourrait jamais contenir. Je l'ai vue devenir mère d'un enfant qu'elle ne ramènerait jamais à la maison. Et c'est l'une des patientes que je n'oublierai jamais. C'était mon tout premier mois en tant qu'interne. J'avais passé les examens haut la main, je connaissais mes cours sur le bout des doigts, mais face à un vrai patient, dans une vraie urgence, j'étais complètement vierge. Ce soir-là, j'étais le seul médecin de garde pour l'hôpital des anciens combattants. Un appel retentit, code vert. Ici, ça signifie qu'un patient est devenu agressif.
Je cours dans le couloir et tombe sur Monsieur S, un patient que j'avais admis quelques heures plus tôt. Il était là, au milieu du couloir, visiblement en plein épisode de syndowning, un phénomène fréquent chez les patients âgés, souvent désorientés, qui deviennent confus, agités, parfois violents à la tombée du jour, surtout dans un environnement inconnu. Comme un hôpital, par exemple. Il tenait un morceau de verre brisé à bout de bras, comme une arme. Il hurlait, balançant des insultes, répétant qu'il voulait rentrer chez lui. 2 policiers étaient postés à quelques mètres, l'un de la main sur son arme. Les infirmiers, les aides-soignants, tout le monde s'était figé. Les néons étaient allumés, les téléviseurs grésillaient, la musique d'ambiance tournait en boucle. Une cacophonie insupportable pour quelqu'un en plein délire confusionnel. Et tous les regards se sont tournés vers moi. Le plus jeune. Le plus inexpérimenté. L'interne du mois. J'ai respiré un bon coup et je suis allé droit vers lui, sans rien dire sur la situation. Pas de mention du verre, pas de menace, pas de confrontation. Juste, bonsoir, Monsieur S, c'est moi qui vous ai vu plus tôt, vous vous souvenez? Et j'ai commencé à parler. De tout et de rien. De pêche, de sa femme qu'il m'avait évoquée lors de l'admission. Pendant ce temps, j'ai discrètement demandé aux policiers de s'éloigner. Puis j'ai demandé à réduire au maximum le bruit, qu'on éteigne les téléviseurs, qu'on baisse les lumières, qu'on coupe la musique. J'ai fait sortir tous les soignants inutiles du couloir. On a tout simplifié. Épuré. Peu à peu, le chaos s'est tu. Étage MS aussi. La tension est redescendue doucement, presque imperceptiblement. Il a commencé à baisser le bras, a perdu tout intérêt pour le morceau de verre. On a continué à discuter comme si tout ça n'avait jamais eu lieu. Il est redevenu l'homme tranquille que j'avais rencontré quelques heures plus tôt. Une fois que la situation n'était plus dangereuse, on lui a administré un sédatif léger. Je ne suis toujours pas certain que c'était nécessaire, ou si c'était pour nous rassurer, nous. Ce que je sais, c'est que le lendemain, on l'a aidé à rentrer chez lui. Chez lui, là où il retrouvait ses repères, son calme. Je n'oublierai jamais cette nuit. C'est là que j'ai compris que la médecine, ce n'est pas que des diagnostics ou des traitements. C'est aussi, parfois, savoir ramener quelqu'un à lui-même avec juste une voix calme, une présence humaine et un peu de lumière en moins. Il y a quelques années, je travaillais dans une résidence pour personnes âgées avec unité de soins assistés. Un soir, pendant le quart de soir, je reçois un appel paniqué en provenance du bâtiment voisin. 2 collègues étaient coincés à l'intérieur du poste infirmier, bloqués par un résident atteint de démence, connu sous le nom de Monsieur Jacques. Il avait décrété, sans qu'on sache trop pourquoi, qu'il ne pouvait plus les supporter et voulait, selon ses mots, leur faire la peau. Je cours sur place. J'avais croisé Monsieur Jacques 1 ou 2 fois, jamais travaillé directement avec lui. Petit, sec, pas bien impressionnant à première vue. Mais sa réputation le précédait, imprévisible, très agressif quand il entrait dans un épisode de confusion. Et ce soir-là, il était clairement en pleine crise. Il était planté devant la porte du poste, les poings serrés, la mâchoire crispée, lançant des insultes à tout va. Les filles à l'intérieur n'osaient plus bouger. Il ne m'avait pas encore repéré, alors j'ai tenté un truc un peu risqué. J'ai marché droit vers lui, grand sourire, main tendue comme si on était de vieux copains. « Jacques, comment ça va, bon sang ?» La surprise l'a figé. Juste une seconde de flottement. C'était suffisant. J'ai profité de ce moment pour lui serrer la main, comme si de rien n'était, puis je l'ai doucement éloigné de la porte en prenant un ton complice. « Et alors, qu'est-ce qu'elles ont encore fait ces filles-là? Elles t'ont encore embêté, hein ?» Il s'est mis à râler, à maugréer que tout le monde était cinglé, qu'il n'en pouvait plus, qu'il voulait rentrer chez lui. J'ai fait mine d'être de son côté, hochant la tête, acquiesçant à tout ce qu'il disait. On s'est assis ensemble sur le canapé du couloir. J'ai commencé à parler de numéros de téléphone, de taxi, de lui commander un transport pour le ramener chez lui. Il était perdu, confus, pris dans son propre brouillard mental, et c'est probablement ce qui m'a sauvé.
On est resté là quelques minutes, à discuter dans son monde à lui. Il s'est un peu calmé, son regard s'est adouci, et j'ai fini par m'éclipser discrètement une fois qu'il était apaisé. Pas de cris, pas de gestes brusques, pas d'intervention musclée. Juste un peu de théâtre, une poignée de main, et beaucoup de sang-froid. Ce soir-là, j'ai compris que dans ces métiers, il faut parfois improviser avec ce qu'on a sous la main, un sourire, un ton familier, et la capacité de jouer le jeu, juste assez longtemps pour désamorcer une bombe humaine prête à exploser. Un jour, un patient m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, d'une voix calme, presque détachée, « Je vois la mort, juste derrière vous. » C'était bref. Simple. Mais glacé. Il n'y avait rien de théâtral dans son ton, rien d'agité. C'était dit comme une évidence. Comme s'il constatait la présence de quelqu'un dans la pièce. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai souri, vaguement, peut-être par réflexe. J'ai continué mon examen, comme si de rien n'était, mais je n'entendais déjà plus mes propres paroles. Tout ce que je pouvais penser, c'était à cette phrase qui résonnait dans ma tête, encore et encore. Il est mort 2 jours plus tard. Brutalement. Ce n'était pas attendu. Son état était fragile, bien sûr, mais rien ne laissait présager une fin si proche. Depuis, je n'ai jamais oublié ce moment. Cette façon dont il a dit ça, les yeux posés sur quelque chose que je ne voyais pas, ou que je ne voulais pas voir. J'ai soigné beaucoup de patients depuis, mais cette phrase, je l'entends encore parfois dans le silence d'une chambre, ou dans les couloirs tard le soir. Et même si je me répète que c'était sans doute le fruit d'un esprit troublé, ou d'une coïncidence étrange, une part de moi n'en est jamais tout à fait convaincue. Ma mère était médecin dans un petit hôpital de campagne. Rien d'extraordinaire ce jour-là, juste une tournée classique auprès de ses patients, comme tant d'autres. Elle passait d'une chambre à l'autre, concentrée sur son travail. À un moment, en entrant dans l'une des chambres, elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre qui donnait sur un petit jardin juste derrière le bâtiment. Là, debout au milieu des fleurs, sa tante lui faisait signe, souriante. Un simple geste de la main, tranquille, familier. Ma mère lui a rendu son salut en souriant à son tour, avant de reprendre son travail sans trop s'y attarder. Elle a regardé de nouveau quelques instants plus tard, par curiosité. Mais le jardin était vide. Plus personne. Elle n'a pas donné suite à ce moment sur le coup. La journée a continué comme les autres, pleine de consultations, de petits gestes, de discussions de couloir. C'est seulement après son service qu'elle a compris ce qu'elle avait vu. En arrivant chez sa propre mère ce soir-là, elle a trouvé la maison en larmes. Sa tante, celle qu'elle avait vue dans le jardin, était décédée plus tôt dans la journée. Hospitalisée d'urgence ce matin-là dans ce même hôpital, dans une autre aile, ma mère n'avait même pas été informée de son admission. Selon les estimations, elle serait morte à peu près au moment où ma mère l'a aperçue à travers la vitre. Depuis ce jour, ma mère n'a jamais vraiment cherché d'explication. Elle ne parle pas de vision ou de surnaturel. Elle dit juste que sa tante est venue lui dire au revoir, discrètement, à sa manière. Et qu'elle a eu la chance, à ce moment précis, d'être là pour la voir. J'en ai une qui m'est restée. Je suis psychiatre, avec un physique plutôt particulier, pas vraiment courant. Toute ma vie, on m'a comparé à d'autres personnes avec une carnation ou une chevelure vaguement similaire, même quand je ne voyais pas du tout la ressemblance. J'ai appris à hausser les épaules, à ne pas y prêter trop attention. Pendant mon internat, un jour comme les autres, je suis appelé pour une évaluation psy en urgence. Un homme avait été retrouvé en état d'hypothermie sévère, au point qu'on l'avait d'abord déclaré mort. Contre toute attente, il avait été ranimé. Mais son identité restait inconnue, et en reprenant conscience, il montrait des signes évidents de psychose. C'est là que j'ai été appelé pour intervenir. Quand je suis entré dans sa chambre, j'ai eu un véritable choc. L'homme allongé sur le lit me ressemblait. Pas juste un peu.
C'était comme si je regardais une version parallèle de moi-même, mais brisée. Son visage portait les marques de la rue, de la drogue, de la dérive. Ses traits, pourtant, étaient proches des miens. Assez pour que ça en devienne troublant. Je me suis approché, j'ai commencé mon évaluation comme d'habitude, essayant de comprendre qui il était, ce qu'il avait vécu. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je suis toi ». C'est tout ce qu'il a accepté de dire. Pas une réponse de plus. Pendant 3 jours, à chaque interaction, c'était la même chose. Je suis toi. J'étais crevé, enchaînant les gardes, à bout physiquement, et cette situation a commencé à me peser bien plus que je ne l'aurais cru. Voir ce double déformé de moi-même, tout juste revenu d'un état de mort clinique, me répéter sans cesse cette phrase, c'était franchement perturbant. Ça m'a travaillé, même en dehors de l'hôpital. Finalement, au bout de quelques jours, alors que les effets de la méthamphétamine retombaient et que sa psychose s'estompait, j'ai réussi à établir un contact plus clair. Je lui ai expliqué calmement qu'il ne pouvait pas rester en tant que John Doe, qu'on avait besoin d'une identité. Après un long silence, il m'a finalement donné son numéro de sécurité sociale. On a fait les vérifications, et là on a découvert qu'il était recherché, avec plusieurs mandats d'arrêt dans d'autres États. Je n'ai jamais revu ce patient. Il a été pris en charge par les autorités peu de temps après. Mais cette rencontre m'a laissé une impression profonde. Pas seulement à cause de la ressemblance physique, mais parce que, dans un moment de grande fatigue et de vulnérabilité, il a planté une graine de doute dans mon esprit. Comme un reflet tordu de ce que j'aurais pu devenir dans d'autres circonstances. Et même maintenant, des années plus tard, son regard et ses 3 mots continuent à me suivre. Et il y a une patiente qui m'a profondément marqué, une femme atteinte de schizophrénie paranoïde en pleine crise psychotique. Elle hurlait, menaçait de me tuer, complètement désorganisée, ses propos incohérents, sa colère dirigée sans raison apparente. C'était intense, chaotique, épuisant. Elle était sur le point de s'asseoir sur le fauteuil toilette, encore en train de crier, quand, tout à coup, elle s'est figée. Elle m'a regardé. Calme. Le regard clair, lucide. Et d'une voix parfaitement posée, sans la moindre agressivité, elle m'a dit « Je suis désolée. Je sais que je ne vais pas bien et que je suis méchante avec vous. Je suis en enfer. Et je ne sais pas comment en sortir. » Puis, comme si ce moment de clarté n'avait jamais existé, elle est repartie dans ses cris, ses gestes brusques, sa confusion. Je n'oublierai jamais ces quelques secondes. C'était comme si, dans la tempête, elle avait réussi à sortir la tête de l'eau juste assez longtemps pour souffler, pour s'excuser, pour dire ce qu'elle ressentait vraiment. Ce moment m'a changé. Il m'a appris à regarder au-delà des symptômes, au-delà de l'agitation et des crises. À voir la personne coincée derrière la maladie. Depuis, je n'ai plus jamais approché un patient psychiatrique sans y penser. Derrière chaque mot incohérent, chaque geste viol, il y a parfois quelqu'un qui souffre en silence, et qui, de temps en temps, trouve juste assez de lucidité pour le dire. Quand je travaillais en soins palliatifs, on m'a appelé un jour pour aider une infirmière qui s'occupait d'une patiente particulièrement instable. C'était une femme au tempérament explosif, marquée par une vie d'excès. Elle buvait, fumait depuis des décennies, et elle se battait désormais contre un cancer du poumon, en plus d'une insuffisance rénale et hépatique avancée. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, amaigrie, affaiblie, mais toujours farouche. Peu de temps avant mon arrivée, elle avait eu un arrêt cardiaque bref à l'hôpital. Elle avait été réanimée, mais quelque chose avait changé en elle après ça. Depuis, elle exigeait que plus aucun homme ne soit autorisé à entrer dans sa chambre. Mais ce n'était pas simplement une question de genre. Elle parlait d'un homme en particulier. Sauf que personne ne savait de qui il s'agissait. Son fils était coupé d'elle depuis plus de 10 ans, à la suite de lourds abus physiques, psychologiques, sexuels qu'elle lui avait fait subir dans son enfance. Il n'était revenu la voir qu'une seule fois, juste avant sa dernière hospitalisation. Son mari était décédé brutalement des années auparavant.
pas de frère, pas d'oncle. Et pourtant, elle répétait inlassablement, ne le laissez pas entrer. Puis, un soir, elle a commencé à émettre ce bruit si caractéristique, le râle de la mort. Le silence s'est installé dans la pièce. L'infirmière et moi nous sommes regardés en comprenant que c'était la fin. Elle venait de rendre son dernier souffle. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Soudain, elle s'est redressée brutalement, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte en un cri. « Il est là! Vous l'avez laissé entrer! Il est là !» Elle fixait un coin du plafond avec une terreur pure, absolue. Sa peau était blême, son corps tremblait. Elle ne nous voyait même plus. Quand on a tenté de la rassurer, elle a simplement murmuré, presque calmement, « Il sait. Il sourit parce qu'il sait. » Puis elle s'est recouchée, a fermé les yeux. Quelques instants plus tard, elle expirait pour de bon. Des mois plus tard, j'ai recroisé l'infirmière. On a reparlé de cette nuit. Elle m'a dit qu'après la mort de la patiente, elle avait dû appeler le fil pour l'informer. Et c'est là qu'il lui a raconté qu'à leur dernière conversation, sa mère avait tenté de le culpabiliser au nom de Dieu pour qu'il revienne s'occuper d'elle. Il lui avait alors répondu qu'il priait pour que ce soit le diable lui-même qui vienne la chercher quand son heure serait venue. Est-ce qu'elle a halluciné dans un ultime moment de peur ou est-ce qu'elle a réellement vu quelque chose? Je ne peux pas le dire. Mais je n'oublierai jamais l'expression de son visage, ni le ton de sa voix. Et l'infirmière non plus. Elle a quitté les soins palliatifs peu après. Elle m'a dit qu'elle en avait vu assez. Qu'il y a des morts qui ne laissent pas de paix derrière eux. Infirmière depuis plusieurs années, j'ai vu des situations tendues, mais celle-là m'a laissé avec une peur viscérale que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, on m'avait assigné un patient hospitalisé pour un sevrage aux opioïdes. Il était agité, nerveux, oscillant entre colère et désespoir, comme c'est souvent le cas dans ces moments-là. Il m'a demandé si je pouvais lui administrer une injection d'un anticoagulant prescrit par le médecin. J'ai pris le temps de lui expliquer les effets, les possibles réactions, y compris que l'injection pouvait être douloureuse. Il m'a dit oui, sans même cligner des yeux. La seringue à peine retirée, son humeur a basculé brutalement. Il a hurlé, m'insultant, furieux que ça fasse mal. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il a bondi hors de son lit, m'a forcé à reculer jusqu'au mur, puis a planté ses yeux dans les miens avec une haine froide. Il m'a menacé de me défoncer le crâne, en précisant qu'il avait déjà tué un policier de ses propres mains, et qu'il n'hésiterait pas à recommencer avec moi. Il faisait presque 2 têtes de plus que moi. J'étais coincé, sans issue, seul face à lui. J'ai senti la panique monter, mais j'ai su qu'un mot de travers pouvait tout faire dégénérer. Alors je suis resté calme, j'ai baissé le ton, et essayé de lui parler comme à un humain et non comme à un patient menaçant. Je lui ai proposé de reprendre une petite dose contrôlée de son traitement pour le calmer, puis je lui ai suggéré d'aller marcher un peu hors de l'unité, question de respirer, de se défouler ailleurs. À ma grande surprise, il a accepté. Mais alors qu'il franchissait la porte, il s'est tourné vers la chef de l'unité, l'a regardé droit dans les yeux et a lancé, d'un ton froid, « Je vais la tuer. » En parlant de moi. J'ai cru qu'à ce moment-là, les choses allaient bouger. Qu'on allait au moins le retenir, ou renforcer notre sécurité. Mais non. Rien. La direction n'a rien fait. Le médecin s'est contenté de hausser les épaules. La sécurité n'est même pas passée voir. Comme si c'était normal. Comme si ce genre de menace ne valait pas la peine qu'on s'y attarde. Pendant les jours suivants, j'ai travaillé avec l'estomac noué, le regard constamment à l'affût. Chaque fois que je tournais un coin de couloir, mon cœur accélérait. Je n'étais pas seulement en train de faire mon boulot, je surveillais, je calculais, je me préparais au pire. Et tout ça, dans l'indifférence la plus totale de ceux censés veiller sur nous. Ce jour-là, j'ai compris que dans certains hôpitaux, notre sécurité passe après le confort du patient, même si ce patient menace de nous tuer.
L'une des choses les plus glaçantes que j'ai entendues en tant que médecin est sortie de la bouche d'un patient pourtant parfaitement lucide. Il m'a regardé, avec un calme presque troublant, et m'a dit « Je le vois encore, l'homme dans le coin ». Il n'y avait absolument personne. La chambre était vide à part nous deux. Le patient était conscient, orienté, mais en quelques minutes à peine, ses constantes vitales ont chuté de manière brutale. Il a fait un arrêt cardiaque peu après. On a tout tenté, mais il n'a pas survécu. Un autre moment m'a marqué de façon tout aussi étrange. C'était un patient arrivé en urgence après un accident grave, polytraumatisé mais étonnamment stable. Juste avant qu'on ne l'emmène au bloc opératoire, il a attrapé mon poignet avec une force inattendue, m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Me laissez pas mourir, docteur. » On a tout fait correctement. Rien dans ces examens ne laissait présager une issue fatale. Pourtant, malgré tous nos efforts, il n'est jamais sorti de la salle d'opération. Ces instants-là restent gravés. Il y a des mots que les patients prononcent, juste avant de partir, qui ne vous quittent jamais. Ils résonnent dans le silence des couloirs bien après que tout soit fini. L'un des moments les plus difficiles de ma carrière, et probablement celui qui m'a le plus terrifié, n'est pas venu d'un patient, mais d'une enfant. Je parlais avec la mère d'un homme gravement malade quand une petite fille, pas plus de 7 ans, m'a interrompu. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé si j'étais médecin. J'ai répondu que oui. Alors, très sérieusement, sans détour, elle m'a demandé « Est-ce que mon papa va mourir ?» Son père était intubé, sous 2 amines vasopressives, infecté par une bactérie résistante à presque tous les traitements, en plus de lutter contre une hémopathie maligne. Honnêtement, la réponse était, très probablement, oui. Mais lui dire ça, à elle, cette gamine déjà confrontée à un moment d'une violence inouïe, sans préparation, sans soutien immédiat, ça aurait été lui infliger un fardeau qu'elle porterait peut-être toute sa vie. Et moi, j'étais là en tant que médecin consultant, pas dans l'équipe principale qui suivait son père au quotidien ni désigné pour aborder ces sujets délicats avec la famille. J'ai donc pris une grande inspiration, et je lui ai dit que je ne savais pas. Que son papa était très, très malade, que ça prendrait peut-être du temps avant qu'on sache comment ça allait évoluer, mais que toute une équipe de médecins et d'infirmiers faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à guérir. Il est mort quelques jours plus tard. Je pense souvent à cette petite fille. À la façon dont elle a posé sa question, avec cette lucidité cruelle que seuls les enfants ont parfois. Et je me demande si j'ai fait le bon choix, si mes mots lui ont fait un peu de bien ou si, au contraire, ils ont ajouté à sa peine. Ce genre de moments, on les porte longtemps. J'étais de garde sur un shift de traumatologie, en tant que chirurgien, quand on m'a appelé pour un grave accident de la route. À mon arrivée, l'équipe était en train de faire un massage cardiaque à la patiente. Après plusieurs tentatives, on a réussi à la ramener, suffisamment pour qu'elle soit stable et qu'on puisse l'envoyer au scanner. Pendant qu'on s'occupe d'elle, un autre appel trauma tombe. Nouvelle accidentée, amenée dans la salle d'accent grave côté. Mon assistante, une PA, part l'évaluer. Quelques minutes plus tard, elle revient, livide, le regard figé. Elle me dit, John vient d'arriver dans l'autre salle comme nouveau trauma. Je crois que la patiente qu'on vient de réanimer, c'est Emily. J'ai levé les yeux, j'ai regardé la femme qu'on venait de ramener in extremis. Et là, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je ne l'avais pas reconnue, pas avec les blessures, le sang, l'état dans lequel elle était. Mais c'était elle. Emily. Une collègue. Une amie. L'une de nos propres PA sur l'équipe trauma. C'est l'odeur de son parfum, léger mais familier, qui m'a frappé d'un coup et m'a confirmé ce que mon cerveau refusait de croire. J'ai eu un haut le cœur. J'ai dû sortir de la salle. Emily est restée en soins intensifs pendant quelques jours. Elle avait subi un traumatisme crânien massif. On a espéré. On a attendu. Mais elle n'a jamais repris conscience. Elle est décédée peu après. Depuis,
Ces mots, je crois que c'est Émilie, me hantent. Ils me reviennent souvent, sans prévenir, comme une alarme sourde. Ce moment fait partie des raisons principales pour lesquelles j'ai fini par quitter la traumatologie. Travailler dans l'urgence, c'est accepter de voir le pire. Mais rien ne vous prépare à découvrir que le corps meurtri sur votre table, c'est celui d'un membre de votre propre équipe. Une jeune femme est arrivée aux urgences pour troubles du comportement. Sa famille disait qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Elle restait étrangement silencieuse, presque absente, jusqu'à ce qu'elle commence à se mordre violemment le poignet. On a dû utiliser des contentions physiques renforcées, et à partir de là, tout a basculé. Elle s'est mise à hurler, mais pas comme quelqu'un qui a peur ou mal. C'était un hurlement guttural, animal. Pas un mot compréhensible, juste des cris de rage et de douleur. On aurait dit une scène sortie d'un film d'horreur. On a tout vérifié, toxico, infection, neurologie, rien. Seul le scanner montrait des anomalies non spécifiques. On pensait avoir contenu la situation quand, soudain, le surveillant de la chambre hurle, elle s'est libérée. Elle avait arraché les sangles des contentions, s'ouvrant la peau au passage. Elle s'est ensuite mise à se frapper la tête contre le sol avec une violence inimaginable. Un infirmier a tenté de la retenir. Elle l'a repoussé d'un coup de pied si puissant qu'il a traversé la porte en arrière. Un gars des 1M85 au sol, KO. Moi, j'ai pris des coups de griffe. Le médecin de garde s'est fait frapper au visage, et un agent de sécurité a fini avec une morsure profonde au bras. Le médecin n'a eu d'autre choix que de la calmer avec une injection puissante pour l'endormir. On pensait avoir un peu de répit. On a commencé à rédiger les rapports de blessures, encore sous le choc, quand à peine 5 minutes plus tard, elle s'est réveillée. D'un coup. Et a recommencé à hurler. Toute la nuit, ça a continué. On ne pouvait pas la transférer en psychiatrie, trop instable, trop violente. En plus, c'était pendant les restrictions Covid, et les places manquaient partout. Elle est restée hospitalisée, en isolement, en état critique. Le lendemain, elle était toujours là. Même violence, même incompréhension. Aucun traitement ne semblait l'aider. Aucun diagnostic ne tenait vraiment. Elle s'épuisait à vue d'œil. Après quelques jours, elle a cessé de crier. Ses yeux sont devenus vides, comme s'il n'y avait plus rien derrière. On lui a posé une sonde d'alimentation, mais elle continuait à dépérir. Après 9 jours, elle est morte. Sans qu'on sache encore pourquoi. Il aura fallu 8 mois à notre pathologiste pour mettre un nom sur ce qu'elle avait. C'était une forme extrêmement rare de maladie à prions, une complication neurologique foudroyante qu'on peut contracter dans des cas presque impossibles à imaginer, un effet secondaire potentiellement fatal lié à une contamination par opioïdes synthétiques, observé dans des cas exceptionnellement rares. Je n'ai jamais rien vu d'aussi terrifiant. C'était comme si quelque chose d'autre s'était emparé d'elle. Rien, dans la médecine qu'on pratique chaque jour, ne vous prépare à vivre une nuit comme celle-là. J'étais tout juste interne, à peine quelques semaines dans le service des urgences. On m'a demandé de voir une jeune patiente, et à côté de son nom, dans le système, l'équipe du tri avait noté « automutilation ». Je l'ai installée dans une salle de consultation, essayant d'adopter la posture la plus douce possible. Je lui ai demandé ce qui l'amenait, et sa première phrase a été « Je crois que quelqu'un est entré dans ma chambre cette nuit ». Sur le moment, j'ai trouvé la remarque étrange, presque hors sujet. J'ai répondu prudemment « D'accord, pourquoi pensez-vous ça ?» Sans un mot, elle a levé son t-shirt. Sur son ventre, les mots « Aidez-moi » étaient taillés dans sa peau. Les entailles étaient nettes, précises, comme faites avec une lame de rasoir. Chaque lettre avait été retracée plusieurs fois. Le sang coulait encore lentement par endroits. J'ai senti mon cœur se serrer. C'était froid, méthodique, profondément dérangeant. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit calmement « Je ne sais pas qui a fait ça. Je dormais. Je ne me souviens pas l'avoir fait.
Elle semblait sincèrement perdue, presque en état de choc. Aucun signe de panique, juste une incompréhension glaciale, comme si elle découvrait elle-même l'horreur de ce qu'elle portait sur le corps. J'ai appelé la psychiatrie immédiatement. Après l'avoir examinée, le psychiatre a évoqué une possible amnésie dissociative, un état rare où l'esprit se protège du traumatisme en effaçant les souvenirs, parfois même ceux d'actes infligés à soi-même. Je n'ai jamais su ce qu'il s'était réellement passé, ni ce qu'elle était devenue. Mais même 20 ans plus tard, je me souviens de cette salle, de la lumière crue, du silence avant qu'elle parle, et de cette peur sourde qui m'a traversé quand j'ai compris que quelque chose de bien plus complexe que de la simple automutilation se jouait là. Certaines rencontres vous marquent à vie. Celle-là m'a suivi, sans bruit, toutes ces années. J'en ai vu, des patients en plein épisode psychotique, me dire qu'ils voyaient quelqu'un dans leur chambre. C'est loin d'être rare, et pour moi, ce n'est pas inquiétant. Je ne regarde jamais là où ils disent voir cette personne. Porter attention à ce point précis rend souvent l'hallucination plus réelle, plus ancrée pour eux. À la place, je fais une évaluation complète, calmement. Est-ce qu'ils entendent des voix? Est-ce que ces voix leur disent de se faire du mal, ou d'en faire aux autres? Ensuite, j'essaie de les amener à se distraire, à se recentrer ailleurs. Parfois on parle un moment, parfois ils ont juste besoin de silence. Et bien sûr, on ajuste les traitements si besoin. Ça en dérange certains, surtout parmi les plus jeunes infirmiers. On sent tout de suite quand ça les met mal à l'aise, même s'ils essaient de ne pas le montrer. Mais il y a un autre type de vision qui, elle, me marque toujours. Celle des patients en fin de vie. Plusieurs fois, j'ai entendu des personnes très âgées, ou en phase terminale, dire qu'ils voyaient des membres de leur famille dans la chambre. D'autres parlent d'anges, ou de silhouettes lumineuses. Et contrairement aux épisodes de délire ou d'hallucination, ces patients-là ne sont jamais effrayés. Au contraire, ils paraissent sereins, presque apaisés. Quand cela arrive, je les encourage à se concentrer sur ce qu'ils voient, si ça leur apporte du réconfort. Je les laisse s'y accrocher, comme à quelque chose de doux dans leur dernier instant. Et souvent, très peu de temps après, ils partent. Il y a quelque chose de profondément humain dans ces moments-là, une forme de mystère que même la médecine ne peut expliquer. On apprend à reconnaître ces signes, et à les accueillir avec respect, sans chercher à tout comprendre. Je commence toujours par dire la même chose à ceux qui me posent ce genre de questions sans travailler dans le médical. Vous réalisez que vous me demandez de fouiller dans un classeur rempli de cauchemars pour sélectionner les pires, n'est-ce pas? Je me souviens de cette femme, amenée par les urgences préhospitalières, enveloppée dans une couverture maculée de sang. Ils l'avaient trouvée allongée au bord de la route. Elle hurlait chaque fois qu'on essayait de la découvrir, alors ils avaient choisi de ne pas perdre de temps à insister, et de l'amener comme ça, intacte. Son visage était tuméfié, ses vêtements déchirés, complètement imbibés de sang, presque indiscernables de la couverture elle-même. On a commencé à prendre ses constantes, à lui parler doucement, à essayer de gagner sa confiance. Elle restait partiellement couverte. Et puis, d'une voix à peine audible, elle a juste murmuré, lui, en tournant les yeux vers son flanc. J'ai tiré doucement sur le tissu. Il y avait un enfant. Petit. Inerte. En sang. Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait ensuite. Il y a un blanc. Je pense que mon esprit a volontairement effacé ce moment. Il y a une limite à ce que la conscience accepte de garder. Un autre souvenir, différent, mais tout aussi perturbant, un patient en psychiatrie, massif, calme comme une mer d'huile. Il souriait. Je procédais à son admission, tout se passait sans heurts, jusqu'à ce qu'il prononce quelque chose à voix basse, une menace que j'ai à peine saisie. Juste après, il a bougé, brusquement. Heureusement, plusieurs policiers étaient encore là et l'ont immédiatement maîtrisé, pendant que je lui administrais un sédatif. Ce n'est que plus tard qu'on m'a dit pourquoi il était là. On l'avait retrouvé allongé aux côtés du cadavre de sa mère. Sa tête se trouvait dans une autre pièce. Le manche de la machette dépassait encore de la cuisine.
Et puis, il y a eu cette patiente, hospitalisée pour overdose. Connectée à tout un attirail de monitoring, très affaiblie, elle semblait inconsciente. J'étais seul dans la chambre, concentré sur mon évaluation, pendant qu'une autre infirmière s'occupait d'un patient de l'autre côté du rideau. C'était calme. Jusqu'à ce que la patiente ouvre soudainement les yeux, me regarde, murmure « pardon » et commence à m'étrangler avec les fils des moniteurs. L'attaque a été fulgurante. J'ai à peine eu le temps de réagir. C'est l'autre infirmière qui a entendu le bruit et a accouru. Une vieille de la vieille, le genre d'infirmière qu'on n'impressionne plus avec rien. Elle l'a maîtrisée à l'aide de draps roulés comme si elle avait été formée par les services secrets. Je ne l'ai jamais vue aussi rapide. Ce sont ces trois-là que je ne peux pas départager. Ils restent là, en arrière-plan. Ils ne ressortent pas souvent, mais ils ne disparaissent jamais vraiment. Aujourd'hui, je ne travaille plus aux urgences. Je suis en soins primaires. C'est un tout autre monde, avec son propre lot de douleurs et de tragédies, mais elle ressemble davantage à du Hemingway qu'à un roman d'horreur. Et si je peux dire une dernière chose, soyez gentils avec vos collègues des premiers secours. L'état de stress post-traumatique est omniprésent chez eux, mais rarement reconnu. Parce que la culture du métier, c'est d'encaisser, de garder la tête haute et d'avancer. Après chacune de ces histoires, je suis probablement allé boire une gorgée de mon café froid de 6 heures, puis j'ai enchaîné avec le patient suivant. C'est ce qu'on fait. Parce que quelqu'un doit le faire. Le moment le plus terrifiant de ma carrière s'est déroulé pendant mes années de formation. J'étais en rotation dans un hôpital de comté, dans une unité de psychiatrie aiguë, un endroit réservé aux cas les plus instables, les plus graves. Un matin, en plein tour de service, un patient en plein délire psychotique a commencé à s'agiter violemment. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait que je le voyais exploser la vitre en plexiglas du poste infirmier avec son poing. Il visait clairement l'un de mes collègues. Tout est allé très vite. J'ai aussitôt mis les internes en sécurité, puis j'ai rejoint les soignants pour tenter de contenir la situation. Le patient a littéralement fracassé l'un des policiers venus en renfort. D'une force brutale. Ensuite, il s'en est pris aux portes de l'unité, qu'il a réussi à défoncer. Là, c'est devenu une mobilisation générale. Tout le personnel disponible est intervenu. Il nous a fallu de longues minutes, des renforts et une coordination tendue pour finalement parvenir à l'immobiliser. Ce jour-là, j'ai vu la peur pure dans les yeux des infirmiers. Pourtant, ce sont des pros, habitués à la violence, au chaos. Mais là, c'était différent. On avait tout le sentiment qu'on avait frôlé le pire. La deuxième rencontre la plus effrayante a eu lieu dans ce même service, lors d'une garde de nuit. Il était tard, après minuit. Un patient, un homme grand, costaud, en plein délire, a demandé à quitter l'unité contre avis médical. Il n'était pas en état. Instable, désorganisé, il débitait des phrases incohérentes, mais ce que je n'oublierai jamais, c'est ce regard. Un éclat étrange dans les yeux. Celui d'une personne qui ne vous parle pas vraiment à vous, mais à une autre réalité que vous ne pouvez pas voir. J'ai reculé doucement. Instinctivement. Puis j'ai fui vers le poste infirmier. Une seconde plus tard, il s'écrasait contre la vitre, hurlant à plein poumon, « Sale pute !» en frappant le plexiglas avec une rage qui faisait trembler les murs. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais échappé de très peu à une agression. Une fraction de seconde plus lente, et c'est moi qui l'aurais attrapé. Ces moments-là ne vous quittent pas. Même après les urgences, même après les shifts, ils vous suivent dans le silence des couloirs ou quand tout semble redevenir calme. C'est ça aussi, la psychiatrie aiguë, une vigilance constante, où chaque regard peut être un avertissement. Dans un hôpital où j'ai travaillé auparavant, une infirmière a failli être tuée. Le patient était connu pour ses comportements violents. Ce n'était pas une surprise, ce n'était pas la première fois et pourtant, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'avait été mise en place. Pas de personnel en renfort, pas de surveillance renforcée. Rien. Ce jour-là,
l'infirmière est entrée seule dans la chambre pour lui administrer ses médicaments. Il lui a sauté dessus sans prévenir. Il l'a plaqué au sol et a commencé à lui fracasser la tête contre le carrelage. Encore. 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 Les murs ont tremblé sous les coups. Une autre employée, alertée par un hurlement venu du fond du couloir, s'est précipitée. En voyant le sang partout, elle a cru qu'il l'avait tué. La scène était insoutenable. Elle a foncé dans la pièce, lui a donné un coup de pied en pleine tête avec toute la force qu'elle avait, et a réussi à tirer l'infirmière inconsciente hors de la chambre. Ce réflexe lui a probablement sauvé la vie. Je ne me souviens plus des détails de ce qui s'est passé juste après, tout était flou, rapide, sous tension. Mais elle a survécu. À un cheveu près. Avec des séquelles définitives. Et le plus insupportable, c'est que tout le monde savait que ce patient représentait un danger. Ce drame aurait dû, être évité. C'est ce genre d'épisode qui laisse une trace indélébile dans un service. Pas seulement sur les murs ou dans les rapports, mais dans la mémoire collective du personnel. Je suis allé en Haïti pour aider après le passage de l'ouragan, environ 6 mois après le début des efforts humanitaires. Pendant 3 semaines, on a mis en place une clinique mobile pour soigner les gens qui n'avaient plus accès aux soins médicaux. On s'est retrouvé face à des blessures qu'on ne verrait jamais dans un contexte de médecine classique, des cas où le temps, le manque de ressources et l'abandon avaient fait leur œuvre. Un jour, un patient est arrivé. Il avait mon âge. Il avançait lentement sur des béquilles, avec ce qui ressemblait à un énorme éclat de bois sec planté dans le tibia. La jambe était gonflée, verdâtre, l'odeur caractéristique d'une infection bien installée. Les médecins ont commencé à nettoyer la plaie pour retirer ce qu'on croyait être un morceau de bois mort. Ce n'était pas du bois. C'était de l'os. Son tibia, complètement exposé à l'air libre, résultat d'une fracture ouverte violente datant de 6 à 8 mois. Je ne sais pas comment il avait survécu. Sans traitement, sans chirurgie, sans antibiotiques. Juste de la douleur, du courage, et une volonté de continuer à marcher, malgré tout. Je ne parlais qu'un créole très limité, mais on a réussi à échanger quelques mots. Il m'a dit à quel point il avait souffert, chaque jour, et qu'il voulait juste rejouer au foot avec ses amis. Courir. Sauter. Être un enfant à nouveau, sans douleur. Je pense encore à lui. Il s'appelait Dante. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais j'espère qu'il va bien. J'espère qu'il a retrouvé un peu de cette liberté qu'il rêvait de retrouver. Lors de ma première année de résidence en psychiatrie, j'ai suivi un jeune patient de 19 ans. Il souffrait de dépression sévère et avait été hospitalisé à plusieurs reprises dans notre service. Peu à peu, avec le traitement, les entretiens, la structure autour de lui, il avait commencé à aller mieux. Il venait désormais en consultation régulière, toujours ponctuel, toujours poli, avec ce regard un peu fatigué mais présent, vivant. Un jour, il est passé à l'improviste dans le service, un grand sourire aux lèvres et une boîte de douceur à la main. Il voulait nous remercier, toute l'équipe, pour ce qu'on avait fait pour lui. Il a pris le temps de saluer chaque personne. C'était un moment fort pour moi. Il avait été l'un de mes premiers patients en psychiatrie, et le voir ainsi, debout, souriant, plein de gratitude, c'était une victoire, une preuve qu'on pouvait faire une différence. Cette nuit-là, j'étais de garde. Vers 3 heures du matin, je suis monté jusqu'à l'entrée principale de l'hôpital pour récupérer un repas qu'on m'avait livré. En attendant, j'ai vu une voiture arriver en urgence, roulant vite vers l'entrée des urgences. À l'arrière, des jambes dépassaient. Quelque chose dans le pantalon m'a paru familier. J'ai suivi la voiture par réflexe, une sorte d'inquiétude sourde au fond de la poitrine. Aux urgences, j'ai reconnu son visage avant même que les brancardiers ne l'installent. Il s'était pendu. Son corps avait été trouvé quelques heures plus tôt. Ses parents étaient en état de choc. Aucun signe, aucune alerte. Il avait été si calme, si chaleureux, si mieux ce jour-là.
Je pense souvent à lui. À ce moment de lumière qu'il nous a offert juste avant de partir. On apprend, au fil des années, que parfois, les adieux prennent la forme d'un merci et d'un sourire. Et malgré toute la formation, tous les outils, malgré toute notre vigilance, il y a des choses qu'on ne voit pas venir. Il me hante encore, parfois. Pas par la manière dont il est mort, mais par le souvenir de la personne qu'il était, et par ce sentiment de vide qui suit quand on croit avoir gagné une bataille, alors qu'on ne savait même pas que la guerre n'était pas finie. J'avais une patiente en réanimation, une habituée de notre service. Elle entrait, sortait, revenait. Toujours le même schéma. Elle venait d'abord chez nous, passait ensuite en soins de suite dans un centre spécialisé, s'y stabilisait un temps, puis rechutait quelques mois plus tard et revenait en soins intensifs. Ce n'était pas la faute de l'établissement, loin de là. C'était simplement l'évolution inévitable de sa pathologie chronique. Un cycle usant, mais prévisible. Ce jour-là, elle était de nouveau là, dans ma chambre. L'équipe médicale avait déjà organisé son transfert de retour vers le centre de soins. Elle était plutôt alerte, un peu confuse par moments mais encore bien ancrée dans le réel. Elle pouvait me dire où elle se trouvait, pourquoi, quel jour on était, tout en gardant ce léger flou que certains patients âgés ont, entre lucidité et douce dérive. On discutait tranquillement et, d'un ton léger, elle m'a dit « Je rentre à la maison aujourd'hui ». J'ai souri et corrigé doucement, pensant qu'elle s'imaginait retourner dans sa vraie maison. Non, vous retournez au centre, vous vous souvenez. Elle a levé la main comme pour chasser mes mots, puis a insisté avec un sourire franc « Non, non, je rentre chez moi. Pas là-bas. Je rentre chez moi. » Plus tard, sa famille est arrivée, et c'est devenu un refrain. Eux aussi ont tenté de lui expliquer qu'elle ne retournait pas dans sa maison, mais dans l'établissement de soins. Elle les regardait patiemment, presque amusée, et répétait la même chose. « Oui, je sais que je ne rentre pas à la maison. Je rentre chez moi. » Même les passants dans le couloir n'y ont pas échappé. Elle leur faisait signe depuis son lit, rayonnante, pour leur dire qu'elle partait. « Je rentre chez moi aujourd'hui. Venez me dire au revoir, donnez-moi un câlin. » Et pendant que je rassemblais ses affaires, essayant une énième fois de lui rappeler qu'elle n'allait pas vraiment chez elle mais en soins de suite, ses yeux se sont simplement retournés. Elle s'est arrêtée. Asystole. Elle est morte, là, paisiblement, dans ce moment suspendu. Et j'ai compris. Bien trop tard. Elle ne parlait pas d'une adresse. Elle parlait de chez elle, au sens spirituel. Elle était croyante, profondément. Dans sa tradition, rentrer à la maison ne signifiait pas un retour physique, mais le dernier, le vrai. Le retour à Dieu. Elle savait. Elle essayait de nous le dire avec douceur, avec calme, avec la joie tranquille de quelqu'un qui n'a plus peur. Elle a dit au revoir à tout le monde, même aux inconnus. Elle avait décidé. Elle partait. Et elle est partie avec grâce. Je travaille en soins intensifs cardio-pédiatriques, un endroit où tout peut basculer en une fraction de seconde. Les enfants, surtout les tout petits, ont cette capacité incroyable à compenser, à donner l'illusion qu'ils vont bien, jusqu'au moment où ils décident, littéralement, de s'effondrer sans avertissement. Je me souviens d'une fillette de 3 ans qui nous a été amenée avec une tachycardie à plus de 210 BPM. On a tout essayé pour faire redescendre son rythme cardiaque. Chaque fois qu'on lui administrait un médicament, son cœur ralentissait brièvement, puis repartait aussitôt en SVT. C'était comme jouer à un jeu cruel de pile ou face, sans jamais gagner. Elle s'endormait par épuisement, puis se réveillait en hurlant, paniquée, le regard écarquillé, comme si quelque chose de terrible la poursuivait. Elle se battait pour ne pas sombrer dans le sommeil, épuisée mais terrifiée de fermer les yeux. J'avais ce mauvais pressentiment qui serre l'estomac, cette certitude instinctive que quelque chose allait très mal finir. J'en ai parlé à l'équipe, qu'on soit au moins prêt. Et heureusement qu'on l'était. Juste avant le changement d'équipe, elle s'est redressée d'un coup, tout droit sortie d'un cauchemar, a poussé un cri strident, puis s'est effondrée.
Plus de pouls. Plus de respiration. On l'a mise sous ECMO en urgence. Un autre jour, un nourrisson de 3 ou 4 mois commençait sa journée en étant grognon. Très grognon. Il pleurait de manière inconsolable, passait d'un état stable à des accès de tachycardie atriale qu'on maîtrisait jusqu'alors avec les médicaments. Rien ne paraissait vraiment dramatique sur le plan clinique, mais quelque chose clochait. Il avait eu une infiltration d'un produit irritant dans le bras pendant la nuit, alors j'ai demandé une dose de morphine au cas où il aurait mal. Aucune amélioration. Toujours ces cris stridents, persistants, qui faisaient vibrer quelque chose en moi. J'avais 2 patients ce jour-là. L'autre, un bébé en pleine forme, allait bien. J'ai fait son évaluation et lui ai donné ses médicaments plus tôt que prévu. Avant de sortir de sa chambre, j'ai pris le temps de prévenir son parent, je risque d'être beaucoup dans la chambre d'accent grave côté aujourd'hui. Juste une intuition. Et j'avais raison. Quelques minutes plus tard, alors que je termine avec le bébé stable, je jette un œil au moniteur du petit voisin. Saturation d'oxygène en chute libre, dans les 60%. Je cours, mets de l'oxygène, appelle immédiatement un médecin. En posant mon stéto, je comprends, il n'y a plus de flux sanguin vers ses poumons. Il a failli, lui aussi, partir sur ECMO. Mais on a réussi à l'intuber en urgence, puis à le transférer au bloc pour un cathétérisme et la pose de stent afin de rouvrir le passage du sang. Une semaine plus tard, il quittait l'hôpital. Aucun effet secondaire. Souriant. Les machines, les constantes, les examens, tout ça compte, bien sûr. Mais parfois, ce sont les cris, les silences, les regards fuyants ou figés qui disent la vérité. Et parfois, c'est juste une intuition, cette sensation que quelque chose va rompre. On ne sait jamais à quel moment. Seulement qu'il faut être prêt. J'ai eu 2 patients qui se sont suicidés juste devant moi. Le premier avait appelé les secours pour des douleurs thoraciques. Rien de rare aux urgences. Mais derrière ce motif banal se cachait un lourd passé. Il revenait du Moyen-Orient, Afghanistan, Irak, avec un stress post-traumatique massif. Son partenaire l'avait quitté peu après son retour. Ce jour-là, il avait craqué. En arrivant à l'hôpital, il a frappé l'un des ambulanciers, s'est dégagé et a couru vers le parking à étages. 5 étages. L'autre ambulancier a essayé de le suivre, de l'arrêter, pendant que le premier courait à l'intérieur pour nous alerter. On a tous quitté l'unité en courant, juste à temps pour le voir tomber. Il a atterri à quelques mètres de nous, dans la baie d'ambulance. On plaisante parfois entre nous, noir sur noir, et on a surnommé ça « turbulence ». L'impact nous a littéralement éclaboussés. Ses pupilles étaient déjà fixes, dilatées. On l'a intubé là, sur le béton, placé des lignes, tout tenté. Il est mort dans le scanner quelques minutes plus tard. Le deuxième patient s'est présenté aux urgences en disant qu'il avait des idées suicidaires. Pas rare non plus. Aucun signe de passage à l'acte immédiat, pas d'arme déclarée. Pendant qu'on allait chercher un brassard de tension pour finir l'évaluation, il a sorti une arme à feu de ses vêtements. Et s'est tiré une balle en pleine tête. Je n'ai pas entendu le coup avant de sentir. Des fragments, du crâne, du cerveau, m'ont atteint le visage, la bouche. Je me suis lavé aussi vite que possible, rincé tout ce que je pouvais, vérifié ses analyses par réflexe. Pas porteur de maladies infectieuses. Il n'y avait personne pour me remplacer, alors j'ai terminé mon shift. 2 heures de plus, les nerfs à vif, le visage propre mais l'intérieur ruiné. Et ça, ce ne sont que 2 histoires. 2 que je suis capable de raconter sans me dissocier complètement. Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Des bébés brûlés vivants. Des enfants qu'on n'a pas pu rattraper. Des appels à l'aide qu'on a entendus trop tard. On apprend à compartimenter. On en rit parfois, de manière tordue, parce que sinon on s'effondrerait. Et pourtant, à chaque fois qu'on les raconte, même rapidement, même sans détail, on rouvre la porte. Alors si tu demandes ce genre de témoignage,
sache que tu ne demandes pas des anecdotes. Tu demandes à des gens d'ouvrir des boîtes qu'ils ont appris à fermer à double tour pour pouvoir survivre. Quand j'ai commencé en service d'urgence rurale, on a reçu une femme d'origine Hmong qui disait être tombée. Juste tombée. Sauf que, il lui manquait une oreille. Littéralement arrachée. Et il y avait une morsure humaine bien visible sur sa joue. Une morsure nette, profonde, indiscutable. Malgré tout, elle refusait de donner la moindre explication. Pas un mot de plus. Elle était venue avec quelques amis, qui semblaient aussi sous le choc. Je les ai pris à part, pour tenter d'obtenir une version un peu plus cohérente. J'ai demandé, qui a mordu cette femme? Un d'eux m'a regardé dans les yeux et a dit, un chat. Et sans même réfléchir, j'ai lâché, quoi, un putain de tigre. Il s'est refermé aussitôt, comme une huître. Plus un mot. Elle n'a rien dit non plus à la police, ni à l'équipe de l'hôpital où on l'a transférée pour qu'elle soit prise en charge par les chirurgiens plastiques. Par un hasard, je connaissais une infirmière là-bas. Même scénario. Pas de réponse. Ni devant les médecins, ni face aux soignants. Silence total. Je n'ai jamais su ce qu'il s'était passé, mais j'y pense encore. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une agression violente dans le cadre d'une relation intime, peut-être un compagnon, un ex, quelqu'un protégé par une forme de loyauté ou de peur enracinée dans la communauté. Elle ne voulait pas parler. Ou ne pouvait pas. Le pire, c'est que ce n'est pas l'événement lui-même qui m'a frappé sur le moment. C'est après. Sur la route du retour, à 3 heures du matin, quand je traversais les routes désertes de ce petit bled. Savoir que ce type, s'il s'agissait bien de lui, était toujours là, libre, peut-être à quelques kilomètres à peine, prêt à recommencer. Et que personne n'allait rien dire. Rien faire. Ce silence-là, il colle à la peau. Pas forcément les cas les plus effrayants, mais ceux qui marquent profondément, à leur manière. J'ai vu plusieurs patients dépendants commencer à s'injecter dans les hanches faute d'accès veineux ailleurs. Quand les bras, les mains, les jambes n'ont plus rien à offrir, ils cherchent où ils peuvent. Le tissu profond du bassin devient une cible, et ça donne des infections monstrueuses. Abcès nécrosants, infections ostéo-articulaires, cellulite qui dévore lentement les tissus, des plaies à ciel ouvert, souvent malodorantes, parfois infestées de larves si c'est trop tard. Et malgré tout, ils arrivent avec une nonchalance déconcertante. Aucune douleur visible, aucun signe de panique. Juste un corps en train de céder et un esprit focalisé sur la prochaine dose. Et puis, il y a ce jeune de 21 ans. Un patient séropositif, diagnostiqué avec le sida. Il est arrivé avec une infection fongique invasive, métastasée dans ses poumons, quelque chose de rare, opportuniste, qu'on ne voit presque que chez des immunodéprimés extrêmes. Il n'était pas choqué. Pas en colère. Pas triste. Il n'avait tout simplement rien à faire de tout ça. Il voulait juste rentrer chez lui et continuer comme avant. Il savait qu'il avait le VIH. Il savait qu'il avait des rapports non protégés avec plusieurs partenaires. Mais il s'en fichait. Il me l'a dit calmement, comme s'il parlait de la météo. J'avais cette sensation glaciale dans le ventre, pas tant à cause de lui, mais à cause des autres. Les gens avec qui il couchait. Ceux qui ne savaient pas. Ceux qui pensaient qu'il allait bien. Ceux qui ne réalisaient pas qu'ils étaient peut-être déjà contaminés. On voit beaucoup de détresse dans ce métier, beaucoup de souffrance. Mais il y a des moments où ce n'est pas la douleur physique du patient qui vous reste en tête, c'est l'indifférence. L'abandon total de toute responsabilité. Et ça, parfois, ça fait plus mal que les pires plaies. Quand j'étais en première année d'école d'infirmière, je travaillais déjà à l'hôpital en tant qu'externe. En gros, un rôle d'aide-soignante. C'est là que j'ai rencontré ce patient. Il avait un trouble psychiatrique, difficile à cerner, un comportement un peu étrange, mais il était doux, gentil. Pas une once d'agressivité en lui.
Je me souviens très clairement de certains matins où j'entrais dans sa chambre pour prendre ses constantes, et il me disait toujours quelque chose comme « T'es la seule gentille avec moi, personne ne m'aime ici ». Et je savais qu'il disait vrai. Je l'entendais, moi aussi, ce que disaient les autres soignants à son sujet. Certains le tournaient en ridicule, d'autres disaient des choses franchement cruelles. Et même si parfois leur exaspération venait de situations réelles, le climat général autour de lui était tout sauf bienveillant. Il avait une stomie. Et moi, à ce moment-là de ma formation, je ne savais quasiment rien de ce que c'était, encore moins comment l'entretenir. À l'école, on venait à peine d'apprendre à se laver correctement les mains. Mais je remarquais, jour après jour, que sa poche restait désespérément vide. Elle ne se remplissait jamais. Son ventre était tendu, distendu, inconfortablement gonflé. Quand je posais la main dessus, il était dur, tendu comme un ballon prêt à éclater. J'en ai parlé. Plusieurs fois. À sa référente, à d'autres infirmières. Chaque fois, on m'a fait comprendre que je m'inquiétais pour rien, que c'était déjà surveillé, qu'il fallait que j'apprenne à faire confiance à l'équipe. Et puis je n'étais qu'une étudiante, après tout. On m'a même fait sentir que je dérangeais. Et puis un jour, je suis revenu sur mon shift, et il n'était plus là. Il avait fait une occlusion. Ses intestins étaient tellement remplis de déchets qu'il avait commencé à les vomir. L'obstruction était telle qu'il s'est littéralement étouffé avec son propre contenu intestinal. Il était en DNR, très malade, mais il ne devait pas mourir comme ça. Pas seul, pas dans cette souffrance silencieuse, pas avec cette impression d'être de trop. Je pense souvent à lui. Pas uniquement à sa mort, mais à la façon dont il était invisible aux yeux des autres. À son regard quand il me disait que j'étais la seule à lui parler gentiment. Il avait senti ce que les autres pensaient de lui. Il le vivait tous les jours. Et au bout du compte, il est mort dans l'indifférence. C'est une histoire que je garde comme une cicatrice discrète. Une de celles qu'on ne montre pas, mais qui nous rappelle pourquoi on a choisi ce métier. Pas pour briller, pas pour plaire, mais pour être là, vraiment là, pour ceux que tout le monde préfère ignorer. Je suis médecin depuis bientôt 15 ans. J'ai vu pas mal de choses au fil du temps. Des miracles, des drames, des situations absurdes et parfois même ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais cette nuit-là m'a marqué au fer rouge. Il était presque minuit, l'hôpital s'était vidé comme une plage après l'orage. Seuls les bruits sourds des machines et quelques voix discrètes résonnaient encore dans les couloirs. Un de nos patients, un homme de 64 ans, venait de succomber à un infarctus. C'était tragique, mais malheureusement, ce n'était pas rare. Ce qui rendait les choses plus dures, c'est que c'était un ami proche de Mathieu, l'un de nos infirmiers de nuit. Ils s'étaient connus à l'armée, puis retrouvés par hasard ici, des années plus tard. Ils étaient comme des frères. Mathieu était bouleversé, incapable de faire le transfert vers la morgue. Alors, même si ce n'était pas dans mes attributions, j'ai pris la relève. Ce n'était pas la première fois que je donnais un coup de main hors de ma fiche de poste. Dans notre métier, on apprend vite que l'humanité passe avant la hiérarchie. J'ai couvert le corps avec soin, attaché les sangles, et j'ai commencé à pousser le chariot vers l'ascenseur. Le trajet jusqu'au sous-sol m'a semblé plus long que d'habitude. Peut-être à cause du silence, ou peut-être parce que je sentais quelque chose de bizarre dans l'air. En arrivant devant la porte de la morgue, je me suis arrêté. Il devait y avoir un aide-soignant de garde pour réceptionner le corps, mais il n'y avait personne. La lumière était allumée, la porte entr'ouverte, mais le couloir était vide. J'ai laissé le chariot devant et suis allé chercher quelqu'un. J'ai fini par trouver Julien, un technicien de nuit, dans le bureau adjacent. Il m'a suivi sans poser trop de questions. On rigolait à moitié, fatigué, en disant qu'ils avaient encore dû s'endormir sur une civière. Mais en revenant, le chariot était vide. Vide. Le drap blanc traînait à moitié sur le sol. Et plus étrange encore, certains des tiroirs frigorifiques où les corps sont conservés étaient ouverts. Pas tous. Juste 2 ou 3.
Assez pour rendre la scène absolument macabre. Julien et moi, on s'est regardés, figés, la bouche sèche. Il y avait un courant d'air, un silence pesant, et puis, des pas. Des pas lents, irréguliers, qui résonnaient dans le couloir derrière nous. On s'est retourné, presque à reculons. Et là, je te jure, c'était lui. Le patient. Celui qu'on venait de déclarer mort il y a à peine une heure. Il avançait vers nous, pieds nus, vêtu seulement de la blouse d'hôpital, les yeux ouverts mais perdus. Il respirait. Il était vivant. Julien s'est plaqué contre le mur, moi j'ai failli tomber à la renverse. Mon cœur battait à 100 à l'heure, entre horreur et incompréhension. C'était comme une scène sortie d'un film de zombies, sauf que c'était bien réel. On l'a rapidement pris en charge, évidemment. Les examens ont montré une reprise d'activité cardiaque faible mais suffisante. C'est rare, mais ça peut arriver. Un état de mort apparente mal diagnostiqué, un regain d'activité inexpliqué, la médecine a encore ses zones d'ombre. Quand on a appelé Mathieu, il n'y croyait pas. Il pensait qu'on se foutait de lui. Mais quand il est arrivé et qu'il a vu son ami assis, vivant, confus mais conscient, il a éclaté en sanglots. C'était un moment surréaliste, entre soulagement et stupeur. Malheureusement, la joie fut de courte durée. 4 jours plus tard, le patient a fait un nouvel infarctus, cette fois fatal. On a tout tenté, mais rien n'y a fait. Et cette fois, j'espère sincèrement qu'il repose en paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.